Bonjour, mesdames, messieurs, chers amis. Sous ce titre latin, Inventio Subiecti, qui semble contredire son sous-titre, L'invention du sujet moderne, ou être contredit par lui, car ceux qui parlent latin évoquent rarement, mais à tort, la modernité. Sous ce titre latin, donc, d'Inventio Subiecti, que personne des latinophones, je crois, n'a jamais utilisé, au Moyen-Âge ou par la suite, sous ce titre latin, donc, Inventio Subiecti, je vous invite, dans le prolongement de la leçon du 13 février, à faire l'histoire d'une triple superstition. Une superstition populaire, ein Volksaberglaube, superstition populaire, datant des temps les plus reculés, aus unvordenklicher Zeit, une triple superstition que Nietzsche, vous l'aurez peut-être reconnu à son allemand, Nietzsche, dans Par-delà bien et mal, appelle la superstition de l'âme. Seelenaberglaube, une superstition qui n'a pas fini, dit-il, aujourd'hui encore, de semer le trouble. Sous ces formes apparentées et modernes, précisément, qu'il appelle la superstition du sujet et la superstition du je ou du moi. Subjekt und ich Aberglaube. J'insiste sur le terme superstition, Aberglaube, que nous retrouverons dans la suite à plusieurs reprises, et qui n'est certes pas réductible à ce que certaines traductions présentent sous le titre de croyance, c'est bien insuffisant évidemment, ni même de préjugés, puisque il y a un mot pour préjugé, Vorurteil, qu'utilise précisément Nietzsche dans la première section, première partie de Par-delà bien et mal, le texte que je vous ai cité étant tiré du Vorrede, la préface, le discours préliminaire, rédigé, daté de juin 1885. Cette superstition populaire datant des temps les plus reculés et qui se prolonge de nos jours en ajoutant à notre trouble, sous la forme d'une superstition du sujet et d'une superstition du moi, du sujet et du moi, c'est l'expression composée chez Nietzsche, Subjekt und ich Aberglaube. Nietzsche en évoque l'origine en disant « Ce fut peut-être au départ un jeu de mots, ein Wortspiel, vielleicht. Peut-être le fruit d'une équivoque grammaticale. Équivoque étant une traduction un peu lointaine pour Verführung. L'anglais misleading, n'est-ce pas? Non. Une manière de se fourvoyer qui est grammaticale, qui est le fait de la grammaire. Ou bien une généralisation téméraire, abusive, de faits extrêmement restreints, dit-il, très personnels, humains trop humains, menschlich allzu menschlichen Tatsachen. Alors, cette superstition, cette triple superstition que nous allons évoquer aujourd'hui, vous pourriez me dire, elle n'a plus cours
La superstition de l'âme n'a plus cours, il n'y a plus d'âme. Le sujet est mort, on nous l'a dit et redit, et l'homme lui-même est mort. Je voudrais, puisqu'il sera essentiellement question dans ce cours, comme celles et ceux qui ont assisté à la leçon inaugurale le savent déjà, je voudrais, puisqu'il sera essentiellement question dans ce cours d'archéologie philosophique, une expression foucaldienne, m'arrêter un instant avec vous sur cette autre expression foucaldienne, sans doute infiniment plus connue que celle d'archéologie philosophique, la mort de l'homme. La mort de l'homme. Vous savez que cette expression apparaît dans Les mots et les choses en 1966. Et il va falloir évaluer, comprendre, discuter, critiquer peut-être cette formule, la mort de l'homme. Je vous lis tout d'abord un passage des mots et des choses qui vous étonnera peut-être, puisque c'est en fait sous l'imputation de nouveauté, la nouveauté de la question de l'homme, que se fait jour progressivement, en quelques lignes, l'annonce de sa mort prochaine. La question de l'homme est nouvelle et elle est destinée à, heureusement, disparaître, dit Le Foucault de 1966. Je vous lis quelques extraits de la page en question. « Une chose est certaine, écrit Foucault, c'est que l'homme n'est pas le plus vieux problème, ni le plus constant qui se soit posé au savoir humain. En prenant une chronologie relativement courte et un découpage géographique restreint. Chronologie relativement courte, le temps, découpage géographique restreint, l'espace, mettons le tout ensemble, nous obtenons la culture européenne depuis le XVIe siècle. Donc si nous prenons une chronologie relativement courte et un découpage relativement restreint, à savoir la culture européenne depuis le XVIe siècle, on peut être sûr que l'homme y est une invention récente. Donc, nous commençons, nous entendons bien, nous commençons au XVIe siècle. Et entre le XVIe siècle et nous, eh bien, il y a lieu de faire cette remarque. Dans cette période-là, l'homme est une invention relativement récente. En fait, dit Foucault, ce n'est pas autour de l'homme et de ses secrets que longtemps, obscurément, le savoir a rôdé. En fait, parmi toutes les mutations qui ont affecté le savoir des choses et de leur ordre, alors là, on a une belle phrase à la Foucault, le savoir des identités, des différences, des caractères, des équivalences, des mots. Eh bien, bref, au milieu de tous les épisodes de cette profonde histoire du même, un seul épisode depuis le XVIe siècle, un seul, celui qui a commencé il y a un siècle et demi et qui est peut-être en train de se clore, a laissé apparaître la figure de l'homme. Nous sommes donc en 1966. La figure de l'homme est apparue pour la première fois il y a, dit Foucault, un siècle et demi. L'homme, dit Foucault, est une invention dont l'archéologie de notre pensée montre aisément la date récente. Il
faudrait graver cette formule, sinon au-dessus de vos cheminées, mais du moins dans votre mémoire, pour savoir exactement quelle est la perspective de Foucault que je vais essayer de discuter durant les séances qui viennent. L'homme est une invention dont l'archéologie de notre pensée montre aisément la date récente et, passage très célèbre, peut-être la fin prochaine. La période finale, si ces dispositions venaient à disparaître comme elles sont apparues, si par quelque événement dont nous pouvons tout au plus pressentir la possibilité, mais dont nous ne connaissons pour l'instant encore ni la forme ni la promesse, si ces dispositions donc venaient à basculer, si elles basculaient comme le fit au tournant du XVIIIe siècle, donc voilà, un siècle et demi, au tournant du XVIIIe siècle, le sol de la pensée classique, alors on peut bien parier que l'homme s'effacerait comme à la limite de la mer un visage de sable. Superbe page. Alors, que dire ? D'abord attirer votre attention sur depuis le XVIe siècle, la culture européenne depuis le XVIe siècle. Voilà le terme initial du parcours foucaldien et le terme final étant notre époque. C'est sur cet espace-là que Foucault fonde son propos. Pourquoi le XVIe siècle ? La réponse qui vous viendra, j'imagine, immédiatement à l'esprit, c'est bien, écoutez, il s'agit de l'invention du sujet moderne. Vous n'allez pas nous dire que le sujet moderne pourrait avoir commencé avant le XVIe siècle, que cette invention pourrait être antidatée par rapport au XVIe siècle. Personnellement, je ne commande pas tout de suite cette affirmation, mais il est clair qu'on va devoir essayer de la dériver, d'en faire le traçage, comme j'ai dit dans la leçon inaugurale, essayer de l'interpréter elle-même archéologiquement. Pourquoi ce choix du XVIe siècle ? Évidemment, j'ai une arrière-pensée. Je veux montrer qu'en fait, la figure de l'homme n'est pas apparue seulement en tant qu'homme moderne à partir du XVIe siècle. Mais nous allons préciser les choses en reprenant l'expression du sujet. Sujet. La question du sujet. Nous devons, en somme, tenir trois fils ensemble. Le moi, le sujet, l'âme et l'homme, qui est ce qui est tissé par ces trois fils. Et essayer de comprendre ce que peut bien signifier l'apparition, l'émergence, la naissance, puis la mort de l'homme sous la plume de Foucault. Nous avons, pour le moment, pris la page la plus célèbre de Foucault, probablement, dans l'ouvrage le plus célèbre, et justement célèbre, de Foucault, peut-être, Les mots et les choses. Il faut savoir néanmoins que Foucault est revenu sur cette expression, la mort de l'homme. Et je vais donc évoquer ce retour maintenant, non sans vous avoir dit auparavant quelle sera ma perspective, en une phrase, ce que j'essaierai de vous montrer dans les séances qui viennent, c'est que la mort de l'homme, annoncée par Foucault, est le dernier épisode de l'invention du sujet cartésien. C'est cela la thèse. C'est la thèse que je défendrai en général cette année, en la précisant et en la complétant sur un certain nombre de points. La mort de l'homme est le dernier épisode de l'invention du sujet cartésien. Invention du sujet cartésien. Nous verrons petit à petit, ce qu'il faut entendre par cette expression. Je reviens donc maintenant
à ce texte dans lequel Foucault revient lui-même sur l'expression « la mort de l'homme ». J'ai parlé de texte, à dire vrai, ça n'est pas tant un texte qu'un entretien. Célèbre entretien, fin 1978, avec un certain monsieur Trombadori, et qui est publié dans les écrits, les 10 écrits, tome 4, pour ceux qui ont l'édition en 4 tomes, c'est le texte 281, ça s'appelle « Entretien avec Michel Foucault », Trombadori et Foucault, évidemment. Dans cet entretien célèbre, Foucault dit avoir confondu, sous cette expression, la mort de l'homme, ce qu'il appelle deux aspects distincts. Premier aspect. Dans les différentes sciences humaines qui, dit-il, se sont développées à notre époque, XXe siècle, fin XIXe, XXe, essentiellement. Les différentes sciences humaines qui se sont développées à notre époque. Ces différentes sciences humaines qui se sont développées à notre époque constituent, dit-il, une, je cite, expérience dans laquelle l'homme a engagé, en la transformant, sa propre subjectivité. Dans donc la constitution des sciences humaines, une expérience humaine se met en place, se constitue, qui implique et transforme la subjectivité humaine. En quelle mesure? En quoi cela consiste-t-il? Eh bien, une nouvelle subjectivité, dit Foucault, se constitue à travers les sciences humaines dans et par ce qu'il appelle l'opération de réduction du sujet humain à un objet de connaissance. L'opération de réduction du sujet humain à un objet de connaissance. Donc la mort de l'homme, cela désigne d'abord, dans ce moment où se mettent en place, se constituent et se construisent les sciences humaines, la réduction du sujet humain à un objet de connaissance. Voilà le premier phénomène, ou aspect, pour reprendre le mot de Foucault. Second aspect, je cite, confondu avec le précédent. Donc là, c'est une autocritique de Foucault, si vous voulez. J'ai, dit-il, confondu avec ce dont je parlais, un autre aspect que je vais maintenant vous présenter en citant Foucault, au cours de leur histoire. Leur histoire. Les hommes n'ont jamais cessé de se construire eux-mêmes. L'affaire humaine est une vieille histoire qui n'a jamais connu de cesse. Ils n'ont jamais cessé de se construire eux-mêmes. Qu'est-ce à dire, se construire eux-mêmes? Réponse, c'est-à-dire de déplacer continuellement leur subjectivité. Déplacer continuellement leur subjectivité, se constituer dans une série infinie et multiple de subjectivités différentes qui n'auront jamais de fin et ne nous placeront peut-être jamais face à quelque chose qui serait l'homme. Alors, ce second aspect, les figures successives de la subjectivité humaine sont autant de moments, d'étapes dans l'histoire de l'autoconstitution de l'homme en tant qu'homme. En fin de compte, dit Foucault, la mort de l'homme, ce n'était rien d'autre que cela, je cite, une façon confuse, c'est Foucault qui parle, une façon confuse, simplificatrice, de dire que les hommes s'engagent perpétuellement dans un processus qui, en constituant des objets,
le déplace en même temps, le déforme, le transforme et le transfigure comme sujet. Donc l'homme qui produit des objets ne cesse de se transformer comme sujet en relation à ces objets qu'il pose dans des pratiques de savoir. Alors, on est un peu perplexe. La mort de l'homme, ce ne serait donc que cela, une façon confuse et simplificatrice d'évoquer au fond le caractère changeant des figures de la subjectivité humaine et le fait que toutes ces figures doivent être entendues dans la relation qui constitue le sujet humain comme sujet humain, la relation à un objet, objet de savoir, objet de connaissance, etc. Essayons maintenant d'entendre ce qui se dit là du point de vue de la problématique qui est la mienne, celle du sujet. Selon le témoignage de Paul Venn, dans le livre très vivant, intéressant, Foucault, sa pensée, sa personne, selon le témoignage de Paul Venn, Foucault disait que, je cite Paul Venn citant Foucault, la question du sujet avait fait couler plus de sang au XVIe siècle que la lutte des classes au XIXe. Et Foucault précisait, en renvoyant à Lucien Febvre, que, je cite de Rechef, l'enjeu des guerres de religion était pour les protestants de se constituer en sujet religieux, qui, pour accéder à Dieu, ne dussent plus passer par la médiation de l'Église, des prêtres et des confesseurs. Donc une constitution du sujet en sujet religieux non médiée par, à l'évidence, des institutions, dans un rapport à Dieu. Alors j'ai beaucoup insisté tout à l'heure sur le XVIe siècle. Je vous dis pourquoi le XVIe siècle. Et on commence à avoir une petite idée de la raison pour laquelle Foucault a mis en place cette chronologie qu'il appelait restreinte, un découpage restreint et une chronologie relativement courte, la culture européenne depuis le XVIe siècle. La culture européenne depuis le XVIe siècle égale depuis la mise en place, l'invention, la formulation, l'émergence de la question du sujet, qui a fait couler plus de sang au XVIe siècle que la lutte des classes au XIXe. Alors, j'imagine qu'on a maintenant à peu près tous les éléments pour revenir sur, provisoirement, sur la page des mots et des choses que j'évoquais tout à l'heure. Donc, le XVIe siècle, on voit qu'il est placé en terme initial par Foucault dans sa périodisation pour ce qui a trait à la question de l'homme, qui émerge, a-t-il dit, au tournant du XVIIIe siècle. Ce XVIe siècle est là parce que, d'une certaine façon, le sujet est antérieur en tant que question à l'homme, en tant que savoir et questionnement. Sans doute. De quoi Foucault se soucie-t-il dans les mots et les choses? De voir l'homme mourir, ça n'a pas grand sens pris comme tel. Ce qu'il appelle de ses voeux et ce qu'il constate déjà, c'est qu'on ne peut plus, je cite à nouveau les mots et les choses, on ne peut plus penser aujourd'hui que dans le vide de l'homme disparu. L'homme a disparu. Ce n'est plus l'objet d'un savoir. Ce vide,
dit Foucault, ne creuse pas un manque. Il ne laisse rien à désirer, n'est-ce pas ? On serait tenté de dire bon débarras. Il ne prescrit pas une lacune à combler. Il n'est rien de plus, rien de moins que le dépli, le déploiement d'un espace où il est enfin à nouveau possible de penser. Alors, de quoi nous sommes-nous débarrassés dans les années 60, 1960 ? En quoi sommes-nous à nouveau, à l'époque, capables de penser, à même de penser ? Que signifie l'homme a disparu ? Eh bien, cela signifie quelque chose de très précis. L'anthropologie vit ses derniers jours. L'anthropologie dont Foucault dit, l'anthropologie constitue peut-être la disposition fondamentale qui a commandé et conduit la pensée philosophique de Kant jusqu'à nos jours. Alors bon, petit à petit, la scène s'éclaire. 16e siècle, émergence de la question du sujet. 18e siècle, apparition de l'homme. Apparition de l'homme, qu'est-ce que ça veut dire ? Apparition de l'anthropologie. Vous connaissez le célèbre mot, l'histoire de l'Égypte, c'est l'histoire de l'égyptologie. Bon, l'histoire de l'homme, c'est l'histoire de l'anthropologie. C'est-à-dire, il y a homme quand il y a anthropologie. Sinon, il y a autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'êtres humains, mais il n'y a pas cela, l'homme, avant l'anthropologie. Or, c'est de cela que nous prenons congé, et Foucault le dit, le répète. Vous trouverez ça, par exemple, page 353 des mots et des choses. Il n'y a pas d'autre moyen d'avancer, n'est-ce pas, que de détruire jusqu'en ses fondements le quadrilatère anthropologique. Je reviendrai sur cette expression. Tous les efforts pour penser à nouveau s'en prennent à cela, à l'anthropologie. Il faut déraciner l'anthropologie. Et c'est là la place de l'éloge très marqué de Nietzsche dans Les mots et les choses. Peut-être faudrait-il voir le premier effort de ce déracinement de l'anthropologie auquel sans doute est vouée la pensée contemporaine dans l'expérience de Nietzsche, à travers une critique philologique, à travers une certaine forme de biologisme. Nietzsche a retrouvé le point où l'homme et Dieu s'appartiennent l'un l'autre, où la mort du second est synonyme de la disparition du premier. Coup de théâtre, la mort de l'homme, c'est aussi lié à la mort de Dieu. La mort de Dieu, Nietzsche, Dieu est mort, mais l'homme est mort en même temps que lui. Donc tout à coup, nous entendons, nous pressentons, alors que rien n'en est dit véritablement, qu'il y a un lien entre l'anthropologie et la théologie. Et il va falloir le trouver, ce lien. Ce ne sera pas bien difficile à faire, c'est la christologie. Et il sera beaucoup question de cela cette année ici. En tout cas, Nietzsche nous propose ce futur, dit Foucault, à la fois comme échéance et comme tâche, la double mort de Dieu et de l'homme. Et cela, je cite, marque le seuil à partir duquel la philosophie contemporaine peut recommencer à penser. D'où le fait que Nietzsche, dit Foucault, continuera longtemps à surplomber le cheminement de notre pensée, sans l'homme, sans Dieu. Déraciner l'anthropologie. De quelle anthropologie s'agit-il ? Quelle anthropologie devons-nous déraciner ? Eh bien, celle qui, précisément, se met en place au tournant du XVIIIe siècle. Et tout est dit, toujours, chez Foucault, depuis Kant. Donc, déraciner l'anthropologie, ce n'est pas du tout ce que nous allons faire ici. Nous allons, au contraire, essayer de pratiquer la méthode archéologique que j'ai approchée à diverses reprises sous le titre discuté et discutable de déconstruction le 13 février, lors de la leçon inaugurale. Vous verrez que ce n'est pas tout à fait la même chose.
Mais je voudrais maintenant revenir donc à cette question du sujet, dont on a vu qu'elle est posée dès le XVIe siècle, qu'elle est antérieure à la mise en place de la question de l'homme qui se formule pour la première fois avec Kant comme tel, Kant, auteur, comme vous le savez, d'une anthropologie du point de vue pragmatique, dont, je le rappelle, mais on y reviendra, Foucault est à la fois le traducteur et le commentateur. Et il y eut un temps où les thèses de doctorat comportaient ce qu'on appelait la grande thèse, et une thèse dite petite thèse ou thèse complémentaire, et la traduction de l'anthropologie d'un point de vue pragmatique et son commentaire, la traduction de cette œuvre de Kant est constituée, avec le commentaire, la thèse complémentaire de Foucault. Donc il sait de quoi il parle, et l'anthropologie qui se constitue sur un certain sol, dont il sera question par la suite dans ce cours, cette anthropologie-là, c'est celle de Kant. C'est le legs de Kant, d'une certaine façon. Alors, jamais nous n'échapperons à ce que Foucault appelle l'illusion anthropologique. Si nous avons commencé de le faire, nous en sortons. Nous savons désormais qu'il n'y a pas cela, l'homme, qui nous attendrait au terme de l'histoire des diverses figures, figurations, formes prises par la subjectivité humaine. Bon, nous ne serons jamais face à quelque chose qui serait l'homme. Quelque chose qui serait l'homme. L'homme n'est pas une chose. Et ce que dit Foucault là, d'une certaine façon, lorsqu'il fait son autocritique et qu'il parle d'une façon confuse, simplificatrice de parler, évoquant la mort de l'homme, peut-être qu'il y a une manière encore plus simplificatrice, mais peut-être éclairante, du moins je l'espère, d'entendre ce qui se dit là, hein, sur le statut de l'anthropologie. Je crois que ça profondément trait à un problème qui, effectivement, se met en place à la fin du XIXe siècle et qui signe l'émergence, si l'on peut dire, de la figure moderne de la problématique de l'homme, c'est la délimitation entre l'histoire et les sciences de la nature. Parce que, bon, vous avez été frappé peut-être par le recours à la distinction entre sujet et objet. L'homme est sujet et il a un rapport, il se constitue dans un rapport qu'on pourrait qualifier de bien des façons, d'étude, de connaissance, de travail, un rapport à un objet. La relation sujet-objet, voilà l'horizon du propos de Foucault. Cette relation ne tombe pas, si vous me passez l'expression, du ciel. En fait, elle est tout à fait à l'horizon de la manière dont, à la fin du XIXe siècle, on se pose la question de l'histoire et du statut de l'histoire comme discipline. De quoi y a-t-il histoire? De quoi fait-on l'histoire? Qu'est-ce que l'histoire? L'histoire n'est pas une science de la nature. Si elle a un mode de scientificité, il ne faut pas aller le chercher dans les sciences de la nature. Il faut distinguer l'histoire et les sciences de la nature. Bon, ce n'est pas un hasard si on parle des sciences de l'esprit. À la fin du XIXe siècle, l'histoire est une des sciences de l'esprit, mais plus clairement et plus précisément, et pour ne pas perdre de vue la question de la chose et de l'objectivation, hein, eh bien, à l'horizon du propos de Foucault, il y a nécessairement la forme qu'a prise, au fond, la problématique de l'histoire dans l'école de Kant, dans l'école néo-kantienne. C'est chez les néo-kantiens, à la fin du XIXe siècle, que commence véritablement la réflexion philosophique sur l'histoire, si par là on entend une tentative de délimitation entre science de l'esprit et science de la nature.
Geisteswissenschaften et Naturwissenschaft. Donc, en fait, il faudrait se dire que la longue histoire que nous évoque Foucault et dont nous sommes en train de sortir, dit-il, avec la fin, d'une certaine manière, de l'anthropologie, eh bien, c'est ce qui connaît, disons, un épisode marqué, fondateur, important, mais difficile à bien inscrire dans l'horizon de notre propre relation à l'histoire, car, comme vous le savez probablement, les néo-kantiens ne sont quand même pas la lecture favorite des philosophes français, ou en tout cas leur prédominante, et notamment le philosophe qui met en place la grande distinction, sur laquelle on reviendra bien sûr, mais entre les sciences dites nomothétiques, les sciences nomothétiques et les sciences idiographiques. Les sciences nomothétiques sont des sciences qui sont fondées sur une pratique qui est celle de la généralisation et qui se rapporte à des phénomènes qu'on peut appeler objectifs. Elles ont évidemment comme porte-étendard, disons, les sciences de la nature. Les sciences de la nature sont nomothétiques. Il y va du général et du généralisable et de l'objectif, de l'objectivable. Le savoir idiographique est un savoir de, non pas de l'idiotie, bien que le terme puisse s'utiliser dans ce sens, un savoir de la propriété du propre, de la particularité du particulier. L'idiographie, c'est ce qui a trait à la description graphie du particulier. Idion en grec, idios, idion. Donc, son point d'application, c'est le particulier. La pratique est une pratique de particularisation. On s'intéresse au particulier, au contingent, à l'unique. Ça pourrait presque être étudier ce que jamais l'on ne verra deux fois, n'est-ce pas? C'est la définition de l'amour appliqué à la connaissance, n'est-ce pas? Étudier, bon, ce qui est à la fois contingent, unique et qui est aussi caractérisé par Windelband comme phénomène subjectif. Donc vous avez ici tous les termes dont on a besoin pour essayer de situer Foucault par rapport aux auteurs qu'il a à l'horizon au moment où il entame sa critique de l'anthropologie, Kant, les néo-kantiens, et sur la profondeur de champ la plus vaste que nous puissions prendre jusqu'à présent, qui est le XVIe siècle, l'émergence de la question du sujet. Alors, je vais laisser de côté ce qui est propre à Foucault, à savoir ce qu'il appelle la subjectivation, la constitution du moi en sujet, les manières d'être du sujet. Il ne s'agit pas de faire une histoire de la pensée de Foucault ici, mais je vais parler en médiéviste, en historien de la pensée médiévale, en archéologue de la philosophie autant que possible, et en tout cas en archéologue du sujet. Je vais donc me situer avec vous cette année, dans les semaines qui viennent, à un niveau d'analyse et de description qui est antérieur, qui est un pas, et même peut-être plusieurs pas, en deçà de ce que décrit Foucault dans son entretien avec Trombadori. Autrement dit, je vais me situer là où, ou bien avant que des expressions comme sujet humain, subjectivité
et, a fortiori, réduction du sujet humain à un objet de connaissance, bien, avant que des expressions comme ces trois-là, sujet humain, subjectivité, réduction du sujet humain à un objet de connaissance, aient acquis le sens, la portée, la fonction qui sont les leurs dans l'entretien de Foucault avec Trombadori, avant donc que la relation sujet-objet ne se soit imposée sous la forme que présuppose l'usage qui en est fait dans l'entretien. Usage kantien, usage néo-kantien, usage post-kantien qui renvoie à ce qu'on appelait au XIXe siècle l'Erkenntnistheorie, la théorie de la connaissance. Donc on va faire un pas, on va rétrocéder, reculer, disons, de quelques pas, pas seulement d'un pas, c'est-à-dire que je ne vais pas seulement reculer de Kant au XVIe siècle, mais je vais vous inviter à reculer du XVIe siècle à... Alors j'ai annoncé ce qui a terrifié un lecteur, n'est-ce pas, le concile de Chalcédoine, n'est-ce pas, bon, mais oui, il faudra aller jusque-là, mais rassurez-vous, pas aujourd'hui quand même. On va marquer quelques pauses. En tout cas, j'aimerais, dans les quelques minutes qui restent, évoquer cette question du sujet au XVIe siècle. C'est très important pour moi, qui me situe dans la mouvance, l'après-coup, l'aftermath de l'archéologie du savoir et des travaux de Michel Foucault. C'est important pour moi d'essayer de comprendre quelle est ma propre position vis-à-vis de cette affirmation. La question du sujet a fait couler plus de sang au XVIe siècle que la lutte des classes au XIXe. Je ne vais pas essayer de savoir, quantifier les litres d'hémoglobine qui ont coulé à cette occasion. Ce n'est pas cela qui, évidemment, m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre quelle est la pertinence de l'expression « la question du sujet au XVIe siècle ». Et c'est très modeste et limité, la question du sujet au XVIe siècle. La question du moment magnétique de l'électron chez Platon, elle ne se pose pas. Qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi est-ce que la question du sujet, après tout, se poserait au XVIe siècle? Voilà le genre de question que je pose moi. Parler de la question du sujet au XVIe siècle, en visant la possibilité de se constituer en sujet religieux, sans médiation. Vous vous rappelez? On ne passe plus pour accéder à Dieu par l'intermédiaire de l'Église, des prêtres, des confesseurs. L'énumération est intéressante d'ailleurs pour les Foucaldiens. Bon, l'Église, les prêtres, les confesseurs. Et vous verrez qu'elle est parfaitement justifiée d'ailleurs, cette manière de cette énumération. Mais bon. Évoquer la question du sujet au XVIe siècle en visant la possibilité de se constituer en sujet religieux sans médiation. C'est d'une formidable, savoureuse, provocante et stimulante ambiguïté. Cela pourrait faire l'objet d'un séminaire d'1 an. Bon, nous ne pourrons pas faire cela. Mais ce que je puis indiquer à grands traits, c'est que le rejet de la médiation existe. Ce n'est pas un fantasme de Michel Foucault. Il existe au XVIe siècle, assurément. Il est bien antérieur au protestantisme aussi. Et c'est cela qu'il faut prendre en compte dans une archéologie du sujet, entre autres choses. Le rejet de la médiation de toute médiation, est central dans la théologie de ce qu'on a appelé la mystique rhénane, la
mystique rhéno-flamande, dans les diverses théologies et pratiques liées à ce que l'on désigne parfois comme Béguine, comme Bégard, comme frères et sœurs du libre esprit, qui sont des mouvements hérétiques de l'espace rhéno-flamand qui ont connu leur acmé tout particulièrement donc au XIVe siècle. Le rejet de la médiation est central dans la théologie de la mystique rhénane. La mystique rhénane, alors voilà beaucoup de termes, n'est-ce pas, qu'il va falloir apprivoiser petit à petit. Bon, certaines les pratiquent tous les jours, d'autres moins. Donc, il est central dans la théologie de la mystique rhénane. Il est lié, ce rejet, à l'univers dionysien, l'univers de Denis, le pseudo-aréopagite. Je n'ai pas le temps d'évoquer ici la figure de Denis, le pseudo-aréopagite. Nous ferons peut-être cela dans un séminaire un jour, d'autant que j'ai enfin, après des années de recherche, trouvé l'origine du mot prêté à Ninon de l'Enclos, à qui quelqu'un représentait qu'un saint céphalophore comme Denis, partant du mont des Martyrs, plus connu aujourd'hui sous le nom de Montmartre, pour, portant sa tête dans ses mains, la déposer à l'endroit où a été érigée la basilique de Saint-Denis, eh bien, peut-être nous proposait un épisode un peu difficile à croire, disons. Et la réponse de Ninon de l'Enclos était, vous savez, monsieur, en ces sortes d'affaires, il n'y a que le premier pas qui coûte. Et donc j'ai longtemps cherché d'où venait ce propos. Je crois avoir trouvé. C'est difficile, vous savez, ce sont ces mots historiques que personne n'a jamais prononcés. Bon, mais enfin. En tout cas, le Denis en question, vous trouvez à Athènes une église qui est consacrée à Denis l'Aréopagite. Il n'est pseudo-Denis qu'ici, là où c'est-à-dire à Paris, là où il s'agit d'admettre quand même qu'il y a une différence entre le premier converti athénien de Saint-Paul, le premier évêque d'Athènes et le premier évêque de Paris. Une différence de quelques siècles. Bon, on dirait que quelqu'un qui porte sa tête, l'a porté longuement, mais enfin, quand même, là, c'est la chronologie pose un véritable difficulté, un véritable problème. Donc, l'univers dionysien, Denis l'Aréopagite, qui pseudo-aréopagite, est un moine syrien probablement qui a composé un certain nombre de textes qui sont fortement imprégnés de néoplatonisme, qui constitue, si l'on peut dire, une des figures majeures du néoplatonisme chrétien. Je n'entrerai pas dans les détails, car ce qui m'intéresse ici, c'est cette notion d'univers dionysien, l'univers de Denis, qui tient en un mot, bien connu de tous et toutes, la hiérarchie. Hiérarchie céleste, c'est les hiérarchies des anges, évoquées encore dans les élégies de Duino. Qui m'entendrait si je criais parmi les hiérarchies des anges? Ça, c'est la hiérarchie céleste, c'est-à-dire les triades d'entités qui se situent entre le Dieu un et trine, la souveraine Trinité, et une deuxième hiérarchie, qui est la hiérarchie ecclésiastique, qui va permettre d'assurer une médiation continue entre le monde d'en haut et notre monde des hommes sous la forme de l'Église. Les anges, l'Église, Dieu, nous. Une grande distance entre Dieu et nous. La hiérarchie, c'est cela. Et ce qui caractérise
le monde médiéval, c'est le bouleversement de fond qu'a introduit dans l'univers dionysien là ce que Étienne Gilson a appelé, et je vais revenir sur ce terme, la métaphysique augustinienne de la conversion. Deux grandes idées s'affrontent et se parasitent d'une certaine manière, ou l'une parasite l'autre. La conversion est le parasite de la hiérarchie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que Augustin a introduit un virus, si je puis dire, dans la hiérarchie, bon, qui a bouleversé d'une manière complète pour les médiévaux. Alors évidemment, Augustin n'avait pas lu Denis, Denis est postérieur à Augustin, mais les médiévaux avaient lu et Augustin et Denis, et ce sont eux qui ont fait entrer Augustin dans Denis, si je puis dire, ou plus exactement, la conversion dans la hiérarchie. Qu'est-ce que cela veut dire? La question du subordonné, la question du soumis, la question du subjectus, du subditus, celui qui est soumis, placé sous subordonné. Cette question du subordonné, du soumis, elle se pose déjà en logique dans l'arbre de Porphyre. C'est ce qui nous permet de nous demander en quoi, comment, de quelle façon les individus, ce qu'on appelle les inférieurs ou les sujets, appartiennent à telle espèce ou à tel genre. On représente le genre et l'espèce comme fondés dans, ou comme couvrant, ou comme englobant, ou comme comprenant un certain nombre d'inférieurs, de soumis. Ayez en tête l'image d'un arbre. Au sommet, par exemple, l'oussia, l'essence, et tout en bas, l'individu. Bon, alors, on a cela, cette vision hiérarchique logique, le général, le particulier, qui permet de construire la relation entre espèce et genre. L'espèce est subordonnée au genre, mais l'individu est subordonné à l'espèce. Cette question logique de la subordination, de la subjection, n'est évidemment pas sans rapport avec ce que nous appelons la question du sujet. Mais qu'est-ce que nous appelons la question du sujet à propos? Sujet politique? Sujet de droit? Oui, certes. Cette question du sujet politique, du subjectus, du subditus, du soumis, elle a son propre parcours, elle a ses propres figures, elle a ses propres épisodes. Et elle est en partie commune avec ce que l'on appelle la question du sujet, si par là on entend la question de la subjectivité du sujet. Alors, nous avons une hiérarchie logique, nous avons une hiérarchie dont je dis que tout à coup, elle peut être cette vision où il y a un supérieur et un inférieur, où aucun inférieur n'est en relation directe avec le supérieur des supérieurs, mais doit, pour se rapporter au supérieur des supérieurs, passer par l'immédiatement supérieur. C'est ça, une hiérarchie. On va y revenir. Eh bien, cette pièce-là du savoir, de la culture européenne, elle est ébranlée par, précisément, la conversion, ce que j'ai appelé la conversion augustinienne. Quand, comment, sous quelle forme? Au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, les théologiens et les philosophes, les théologiens enseignant la théologie à la faculté de théologie dans l'université, les philosophes étant ceux qu'on appelle les maîtres ès arts, qui enseignent les arts, à l'époque essentiellement les arts du langage, grammaire et logique, la rhétorique étant le parent pauvre, et bien sûr les sciences dites naturelles ou de la nature, dont fait partie l'étude de l'âme au Moyen-Âge. L'âme fait partie, elle n'est pas placée face à, en face de, distincte de, des sciences naturelles. Mais non, c'est une autre question. Donc, au XIIIe siècle,
se produit dans l'Université de Paris et ailleurs, mais d'abord, avant tout, fondamentalement, dans l'Université de Paris, une controverse sur la vertu suprême, la vertu qu'on pourrait dire éthique suprême. On pourrait appeler ça comme ça dans les termes d'aujourd'hui, vertu en tout cas. Quelle est la vertu suprême? Est-ce, comme le disent les philosophes, c'est-à-dire les maîtres arts, qui commentent les œuvres d'Aristote et qui s'appuient sur l'éthique aristotélicienne, est-ce ce qu'on appelle avec Aristote la magnanimité? La magnanimité qui est la vertu des grands, dira un avéroïste parisien, Sigé de Brabant, dont il sera question à nouveau ici. Sigerius Sigé de Brabant. Est-ce donc là la vertu éthique suprême, la vertu suprême? Est-ce la magnanimité, la grandeur d'âme, la mégalopsychia des Grecs, d'Aristote, des philosophes? Ou bien est-ce l'humilité, la vertu chrétienne suprême par excellence, qui consiste à se mettre, si je puis dire, plus bas que tout? Humilité ou magnanimité, vertu de grand ou vertu de petit? Voilà l'alternative, et tout à coup, comme toujours au Moyen-Âge, il y a une alternative bien tranchée et quelqu'un rebat les cartes. Et celui qui rebat les cartes est, entre autres, un théologien dominicain allemand du XIVe siècle, Meister Eckhart. Maître Eckhart, Meister Eckhart, que l'on appelle maître, non pas parce qu'il serait une préfiguration médiévale du gourou, mais simplement parce qu'il était maître en théologie de l'Université de Paris. Il est le 3e Allemand à avoir été maître en théologie à Paris, après Albert de Grosse et Albert le Grand, qui a laissé le nom de la place Maubert, n'est-ce pas? Enfin, c'est une légende d'ailleurs, ça ne peu importe. Maître Albert, n'est-ce pas? Il y a eu un certain maître Dietrich, et il y a Meister Eckhart, maître Eckhart. Maître Eckhart redéfinit l'humilité en philosophe et en théologien, d'une manière nouvelle, en disant que, précisément, l'humilité véritable consiste à rejeter tout intermédiaire. C'est-à-dire, ça n'est pas se mettre plus bas que tout, se placer sous toutes les créatures au plus bas, c'est se mettre au plus haut, au-dessus de toutes les créatures, dans un contemptus mundi philosophique, n'est-ce pas? On s'élève au-dessus du monde, on s'élève au-dessus de toutes les créatures pour être subordonné à Dieu seul, c'est-à-dire être dans une relation directe, immédiate à Dieu. D'où la notion de conversion. On se tourne directement vers Dieu, c'est la conversio. On peut se détourner de Dieu, c'est la versio. Qui se détourne de Dieu chute vers un néant impossible, puisqu'on doit à Augustin une réfutation décisive du manichéisme qui fait qu'il n'y a pas de mal souverain, et donc pas de mal absolu, donc pas de fond du mal. On ne peut jamais toucher le fond du mal, il n'y a pas de fond, il est sans fond, et c'est bien pourquoi le pécheur s'exaspère dans cette impossibilité, cette incapacité de toucher jamais le fond du mal. Bon, et on peut laisser de côté les intermédiaires si on s'élève au-dessus de toutes les créatures. Et les premières créatures qu'on va laisser de côté, eh bien, c'est par exemple les structures ecclésiales, c'est peut-être l'Église, c'est peut-être les sacrements. Et il y a des écartiens au XIVe siècle, dont beaucoup vont finir soit jetés dans le Rhin, soit brûlés, n'est-ce pas, écartiens, qui se réclament Descartes. Ce sont les fameux frères et sœurs du libre esprit, dont certains se réclament Descartes. C'est la figure du sauvage sans nom, der Namenlose Wilde, le sauvage sans nom des Suzeau, n'est-ce pas? Bon, etc. Il y a un rejet de la médiation. On peut se tourner directement vers Dieu.
Sunder mittel, ohne mittel, sine medio, sans intermédiaire. Voilà les termes qu'emploie Eckhart. L'homme humble, dit-il, n'a qu'un seul supérieur, Dieu, vers lequel il se tourne dans la conversion, conversio, constitutive d'être, qui lui donne toujours plus d'être, magis et magis esse en latin, ça vient d'Augustin, thème augustinien. Il ne se reconnaît donc pas de supérieur en dehors de Dieu seul. L'humilité véritable donc l'élève au-dessus de toutes les créatures, elle le laisse seul avec Dieu seul. La conversion donc court-circuite la hiérarchie. Alors vous voyez, ça a évidemment des conséquences politiques, et ça en a tellement qu'il y a un concile, le concile de Vienne, qui va, entre autres choses, condamner les frères et sœurs du libre esprit qu'on appelle les bégards, ils portent divers noms. Donc là, quelle figure de la subjectivité ici? Vous le voyez, toute question, je vais vous laisser sur cette phrase terrible, toute question est un essaim de questions. Toute question contient d'autres questions. Le théologique et le politique sont liés dans la question de l'intermédiaire. Ils sont liés dans la question de l'ordre. Ils sont liés dans la question de l'ordre hiérarchique. Ils sont liés dans la question de la nécessité de l'ordre. Car il y a un principe qui règle le fonctionnement de la hiérarchie, et ce fonctionnement est essentiellement dissymétrique. C'est le principe que l'on appelle, que j'appelle principe de l'immédiateté causale du premier. C'est là-dessus que je terminerai. Immédiateté causale du premier, le Dieu suprême, la cause des causes, eh bien, il est à proximité de tout, bien que tout soit à distance de lui, n'est-ce pas? Et le principe de l'immédiateté causale, c'est que dans cet univers hiérarchique, Dieu peut faire, en se passant d'intermédiaire, tout ce qu'il fait habituellement par l'intermédiaire des intermédiaires. Donc il peut se passer des intermédiaires. La cause première est au-dessus des intermédiaires. En revanche, l'inférieur qui veut monter vers le supérieur dans l'univers hiérarchique frappe à la porte du premier bureau, n'est-ce pas, qui est la hiérarchie et la bureaucratie ont la même structure, si vous voulez. Bon, il y a un supérieur hiérarchique immédiat, de même qu'on est récompensé dans la personne de son chef, n'est-ce pas, ou qu'on écrit au ministre sous couvert, de sous couvert, de sous couvert, de sous couvert, les fonctionnaires me comprennent, n'est-ce pas? Bon, eh bien, là, c'est pareil. Vous n'accédez au supérieur que par l'intermédiaire de l'immédiat supérieur, qui peut être très bas dans la hiérarchie, par de contact direct. Alors voilà, cet ordre hiérarchique, c'est un ordre politique, puisque, évidemment, il a servi aussi de modèle à la mise en question de la relation entre le pape et l'empereur. J'y reviendrai la semaine prochaine, mais vous voyez quelles sont les conséquences d'une subversion de cet ordre. Si tout à coup je puis m'adresser à Dieu sans intermédiaire, si je puis me passer de tout intermédiaire, alors les conséquences ne sont pas seulement théologiques, elles sont politiques, mais émerge à ce moment une figure inattendue du sujet qui conjoint ce que j'appellerais la dimension balibarienne de la question du sujet, la dimension politique, et l'autre dimension qui est la dimension théologique qu'il va bien falloir articuler dans un discours théologico-politique pour penser ce qu'il en est de l'émergence de la question de l'homme au Moyen-Âge en tant que question anthropologique. Merci.